Bonjour à tous. Nous nous retrouvons cet après-midi pour parler du futur de notre profession. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi, à la fois en présentiel, au Palais de la Porte-Maillot. Vous êtes venus très nombreux, un grand merci à vous, dans le respect des règles sanitaires, bien sûr. Et également merci à vous qui êtes présents en distanciel depuis le site des UE. Vous êtes plusieurs centaines d'inscrits également en distanciel. Je m'appelle Cyril Degrillard, je suis expert comptable et je suis ravi de présenter cette grande conférence du LAPS 50 dont je suis le chef de projet. Alors le LAPS 50, c'est quoi ? Le LAPS 50, c'est l'Observatoire du futur de la profession qui a été instauré initialement par la CRCC de Paris, puis de l'Ordre des experts comptables de Paris. Et on travaille ensemble sur le futur, sur une nouvelle vision de la profession à horizon 2024. Nouvelle vision à la fois en matière de valeur. Quelle va être la valeur de notre profession dans les prochaines années ? Alors nous, évidemment, au LAPS 50, on est persuadé que notre valeur sera encore plus grande dans les prochaines années en tant qu'expert comptable et en tant que commissaire aux comptes. Également dans les prospectives internationales, où on va aller voir dans les autres pays d'Europe et du monde comment se comporte la profession du chiffre et comment on peut la faire évoluer avec eux. Et également au sein des missions data. Quelles missions data on pourrait mettre en place dans les prochaines années dans nos cabinets, à la fois en tant qu'expert comptable et en tant que commissaire aux comptes. Alors, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la profession du chiffre, elle est rivée sur son avenir. À juste titre, on parle aujourd'hui d'examen de conformité fiscale, on parle de factures électroniques, d'automatisation, des nouvelles réglementations européennes, des gisements de données financières, de transformation digitale. D'ailleurs, sur la transformation digitale, 89% des cabinets aujourd'hui affirment qu'ils ont démarré leur transformation digitale. Alors, peut-être que vous vous posez la question suivante. À quoi allons-nous ressembler, justement, en 2024, d'ici 3 ans ? Alors, pour répondre à cette question, on vous a préparé un rendez-vous où on met en lumière des intervenants qui ont fait un voyage pour vous, mais pas n'importe quel voyage. Un voyage dans le temps, le 7 septembre 2024. Ils sont allés pour vous dans le futur, ou en tout cas, ils ont vu une certaine vision du futur potentiel. Un petit peu, peut-être si vous avez vu le fameux film Retour vers le futur, rassurez-vous, c'est pas un prérequis pour comprendre la conférence. Rassurez-vous, c'est pas du tout un prérequis. Mais si vous avez vu ce film, eh bien, les personnages, Marty McFly et le professeur Doc, racontent un potentiel futur qui pourrait intervenir dans les prochaines années. Eh bien, c'est ce que vont faire les intervenants cet après-midi. Ils vont venir tour à tour sur scène pour répondre à cette question, quelle transformation aura lieu d'ici 3 ans ? Quelles sont les opportunités de développement de business d'ici 3 ans ? Alors je tiens à vous rassurer dès maintenant sur un point. La situation économique, technologique, sanitaire aura bouleversé le monde en 2024. Ça c'est clair. Mais rassurons-nous, les experts comptables et les commissaires aux comptes sont toujours là en 2024. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et en plus elle se porte bien puisqu'elle a réussi sa transition et sa mutation. Alors comment elle a fait ? Quelles sont les conditions de réussite pour y arriver ? Eh bien c'est l'objectif de cette conférence. C'est de vous expliquer que tous les cabinets, petits, moyens, grands, expertise comptable, commissariat aux comptes, nous tous, on a un rôle majeur à jouer à horizon 2024. Avec un bénéfice majeur, plus de valeur dans nos missions et beaucoup plus d'opportunités de service dans nos travaux. Alors on est là pour 1h30, 1h30 de conférence que l'on va dérouler en 2 temps. 2 temps, 2 thématiques.
Un premier temps sur la transformation des acteurs du cabinet, transformation des acteurs à la fois dans une vision culturelle, managériale et intergénérationnelle. Et ensuite un deuxième volet où nous traiterons de la transformation numérique de nos cabinets. Alors pour terminer cette introduction et ce préambule de cette grande conférence, j'invite Jean Saffort et Frédéric Burban à me rejoindre sur scène, que l'on applaudit bien fort s'il vous plaît. Cher Jean, tu es vice-président du Conseil supérieur en charge de l'avenir numérique de la profession. Et Frédéric, tu es expert comptable, commissaire aux comptes, tu es l'un des cofondateurs du Lab 50 et tu es également coprésident de la commission audit informatique de la CRC de Paris. Un grand merci à vous pour votre présence. Je vous invite à venir au centre de la scène avec moi. Vas-y. Vous venez. Alors ils sont peut-être un petit peu déphasés parce qu'ils viennent tout juste de 2024. Alors peut-être votre premier message, votre premier ressenti, justement suite à votre voyage. Jean, peut-être à toi. Oui, je me suis pas changé. Hein, je viens de 2024, 7 septembre. Je suis en quoi, 2021, 2022 là, Là, tu es en 2021. Oui, 2021. D'accord. Bon, alors on m'a déjà fait le coup ici, hein, parce qu'on m'a fait ça déjà le 30 septembre 2015. On m'a déjà fait venir aussi du futur. Bon, donc, et j'étais dans la voiture du professeur. Bon. Ah, pas mal. Donc, on recommence, on y va, mais maintenant, on change d'année. Donc, on a mis le compteur 2024. Donc, en 2024, qu'est-ce qui se passe? Où je suis 2024. Ah, c'est pas mal 2024. 2024, c'est pas mal parce que la profession a pas mal avancé. Alors, 2022, 2023, ça a été chaud. Et ça a été chaud parce qu'on nous a dit qu'il faut tout mettre en œuvre en même temps. Hein. Alors, on a un conseil supérieur qui nous a dit, attendez, bougez pas, là ça arrive. Hein. Le document électronique, la création, la distribution, l'archivage, le bulletin de paie électronique, la facture électronique, le CF comme ça en plus, le FEC, le bazar, le truc. Enfin, un peu chaud. Donc 2022-2023, ouais, là, un peu de panique à bord. Et par contre, à chaque fois qu'on avance, on dit mais c'est vachement bien parce que on a des nouvelles missions, de nouvelles opportunités, on renforce le rôle, la valeur ajoutée. Et à chaque étape, on va toujours avancer la valeur ajoutée du professionnel, du commissaire aux comptes, de l'expert comptable. Et tout ça, ça va assez bien. Alors, 2022, là maintenant, 2024, on est déjà un peu mieux. On a pigé ce que c'était que la facture électronique et l'enjeu. On a passé le premier truc. On a compris qu'il fallait commencer à la collecter avant de l'émettre. Parce que nos clients, on intervient dans de la TPE, donc c'est plutôt de la collecte, beaucoup plus de collecte que d'émissions. Et puis on va revoir tout à l'heure le calendrier, tout à l'heure. Donc, donc tout ça, voilà, 2024, on est un poil plus serein. Là, on sait que 2022, 2023, oui, ça va être un petit peu chaud, mais on va s'y préparer tous ensemble. D'ailleurs, il y a déjà pas mal de monde aussi, puis on va le faire avec tout le monde. On va avancer. Je crois que c'est l'objet de la... Je suis tombé dans la bonne table ronde. Exactement, voilà. C'est bien. Tu es au bon endroit. Et comme au milieu de tout ça, il y a toujours du FEC. Oui. Il n'y a pas seulement l'expert comptable qui est concerné, il y a le commissaire aux comptes qui travaille beaucoup aussi sur le FEC. Donc il y a Frédéric, je crois. Frédéric, ouais, en tant que commissaire aux comptes, alors toi aussi, tu as vécu ce voyage de 2024, ton premier message alors, ton premier ressenti. Alors moi, en fait, très honnêtement, je pense que en fait, la première chose qui frappe, c'est la transformation effectivement numérique, c'est accéléré. Alors la normalisation, Jean, on a constaté la même chose. La réglementation, les besoins des entreprises ont accéléré le mouvement. Donc la première étape, en fait, c'est la normalisation. On a vécu le FEC, ça c'était il y a longtemps. On a vécu le reporting ISF, par exemple, pour les sociétés cotées, puis bientôt pour le reporting extra-financier. On a maintenant la facture électronique, puisqu'en 2024, on revient, on est en plein dedans, là. Donc c'est quand même un gros danger. Donc en fait, toutes ces normalisations, en fait, ont accéléré le mouvement et on va dire, ont généré aussi de nouveaux usages, ont créé de nouveaux usages et ont facilité. J'ai observé que ça a facilité quand même l'émergence d'une culture data-driven en fait, dans les entreprises. Et cette émergence d'une culture data-driven, moi, je l'ai vécu comme en fait le point d'orgue de l'accélération de la transformation de notre métier d'auditeur. C'est comme ça que je l'ai, c'est comme ça que je l'ai observé.
Alors par exemple, on est passé effectivement par exemple, de sondage, on va dire par exemple dans nos travaux, à quelque chose qui tend vraiment beaucoup plus vers l'exhaustivité. On va travailler la donnée en profondeur. Et ça, c'est un changement de paradigme pour nous. Alors j'ai noté aussi que, en fait, du coup, on a dû s'adapter en fait avec de nouveaux outils pour répondre à ces besoins. Et il y en a un qui, effectivement, aujourd'hui et en 2024, est couramment utilisé. On peut vous le dire, c'est la data visualisation. C'est un vrai sujet. La data visualisation, pour l'auditeur, c'est un usage. Alors évidemment, c'est un usage dans les entreprises, c'est un usage aussi, en fait, dans les cabinets. Et donc, à cet égard, d'ailleurs, j'ai vu, en arrivant, parce que je suis passé devant le stand de la CRCC de Paris en atterrissant, et je suis passé juste devant, et là, j'étais très content, parce que j'ai vu que déjà, dès 2021, il y a un outil de data visualisation qui est disponible sur le stand de la CRCC de Paris, et qui fonctionne hyper bien. Donc, j'ai dit, là, vraiment, chapeau, quoi. Voilà, bravo la profession, bravo les commissaires aux comptes, bravo la profession comptable. Alors évidemment, la profession comptable s'adapte, mais aussi évidemment nos clients aussi se tournent vers nous et visiblement en 2024, quand je les écoute, ils me disent mais en fait on a quand même des besoins nouveaux et accrus parce que la data ça pousse à de nouveaux besoins et donc comment vous répondez à ces besoins? Donc ils nous parlent d'audit informatique, ils nous parlent d'analyse de données et ils veulent aussi qu'on les accompagne dans la poursuite de leur transformation numérique. Frédéric, merci. Merci pour cette transition. Puisque nous allons pouvoir enchaîner justement sur cette idée avec le premier grand volet de cette conférence. Jean, merci pour cette première intervention. On te retrouve un petit peu plus tard à tout à l'heure, dans la conférence. Frédéric, par contre, je te laisse rester avec moi. Avec plaisir. Pour lancer le premier grand tableau sur la transformation des acteurs du cabinet et notamment la transformation culturelle. Et pour nous accompagner, Frédéric, nous accueillons Isabelle Vissuzen, que l'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Isabelle, tu es experte en innovation au profit de la performance des entreprises. Tu es à la fois diplômée ingénieur et diplômée école de commerce. Donc finalement, tu es un peu femme de chiffres, femme de lettres et femme d'être humain. C'est l'objectif et pourquoi on t'a sollicité cet après-midi. Et tu es également formatrice dans le cadre du campus du Lab 50. Sur l'innovation, oui. Sur l'innovation, effectivement. Alors, première question, Frédéric l'a évoqué tout à l'heure, il y a une évolution importante des besoins métiers dans notre profession. Alors, comment, en 2024, toi qui as vu là dans ton voyage, comment tu as vu et comment ils se sont adaptés aux besoins des clients et les besoins de leurs équipes? Eh bien, en 2024, le monde continue de changer. Il avait déjà bien commencé, mais il continue à changer. Et on se rend compte qu'on est dans un monde VUCA, qu'on appelle VUCA, volatile, ambigu, complexe, et puis les clients veulent de l'information à Tawad. Alors à Tawad, c'est n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support. C'est vraiment l'info quand je la veux. Et donc les habitudes des consommateurs changent également. Alors si je reviens en 2015, on repart en 2015, McKinsey avait fait l'étude du parcours client en B2C. Donc B2C, c'est nos habitudes de consommateurs. Eh bien, on se rend compte qu'en 2024, ce parcours consommateur s'applique au B2B, donc vos clients. Et ça, tous les cabinets ne l'ont pas encore vraiment intégré. Alors, ça veut dire quoi, cette demande client? C'est je veux avoir accès à l'information quand je veux. Néanmoins, je veux un service personnalisé de la part de mon expert comptable ou de mon commissaire aux comptes. Je résume, c'est du sur-mesure en termes de service, mais au prix du prêt-à-porter. Et ça, comment est-ce qu'on peut arriver à ce résultat? Eh bien, par la digitalisation, par l'automatisation, couplée de l'automatisation avec du service personnalisé. Mais du coup, c'est peut-être pas très facile. Alors, en 2021, il y a une innovation, du coup, qui est nécessaire dans le cabinet. Est-ce qu'on peut dire quelque part, c'est de l'innovation par la contrainte, quelque part dans le cabinet? Alors, j'aime pas tellement ce mot. Tu me connais un peu, Cyril. Moi, je cherche toujours ce qu'il y a de positif dans une situation. Alors, je dirais plutôt que cette transformation digitale, c'est une opportunité pour les confrères d'arriver dans l'avenir, à un avenir radieux et prospère. Donc, c'est plus une opportunité qu'une contrainte. Donc, finalement, si on considère que c'est une contrainte, on peut réussir
à transformer cette contrainte en opportunité. Complètement. Super, super. Et Frédéric, je me tourne vers toi aussi, et si tu veux bien peut-être venir aussi, peut-être un peu plus près de la scène, et comme ça on est encore plus dans la lumière. C'est pas du tout agréable pour nous, hein, je tiens à vous le dire, mais du coup, pour nos spectateurs, c'est quand même pas mal. Il nous voit mieux. Il te voit mieux, donc ça c'est top. Vers le futur, c'est plus difficile. Exactement, voilà. Tu nous donnes une bonne vision. Alors du coup, toi, dans tes métiers du conseil et les métiers de l'audit, quel changement tu as pu constater entre aujourd'hui et 2024 ? Est-ce que tu as des exemples peut-être à nous présenter ? Alors en tout cas, il y en a un qui m'a tout de suite frappé, et je l'évoquais en introduction tout à l'heure, c'est en fait que la culture justement data-driven de nos clients atteint sa maturité. Donc en fait, on constate que les entreprises se sont adaptées en fait à un contexte d'incertitude multiples qui se sont succédés les unes après les autres, hein. Certains changements climatiques, la pandémie, tous les phénomènes d'aspiration sociale qui se sont succédés aussi. En fait, finalement, les ont poussés à entrer dans un cercle vertueux de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Alors pour ça, en fait, ils ont commencé déjà par se dire, on va structurer en fait nos données. Donc la première chose qu'on remarque, c'est qu'ils ont fait un gros effort de structuration des données et de la façon dont ils exploitent leurs données. Donc ils structurent leurs données, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ils ont notamment adopté en fait à la fois une organisation, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple mis en place des référents data dans les entreprises pour créer les passerelles nécessaires. Et puis en fait, on voit aussi qu'ils ont mis en place des process, donc qu'on connaît déjà, mais qui ont atteint leur maturité, l'automatisation, le RPA. Tout ce qui est robotisation, robot process. On constate aussi, par exemple, l'audit continu a continué son essor et a atteint sa maturité aussi, l'audit continu des flux à l'intérieur des entreprises. Donc en fait, tout ça, en fait, ça a permis effectivement d'assurer la qualité, l'intégrité des données. C'était vraiment le travail de fond. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, grâce à ce socle de données fiabilisées, en fait, ils sont en train maintenant, précisément, de rendre accessibles ces données à leur communauté d'utilisateurs, c'est-à-dire de les partager, de les exploiter. Et on retombe aussi, là encore, sur un usage de cette communauté d'utilisateurs interne, parfois externe, c'est effectivement la data avec des outils comme la data visualisation, clairement, qui fait partie des usages qui sont devenus communs. Alors j'avais noté d'ailleurs qu'effectivement la data visualisation était en plein essor, était là aussi à maturité dans son usage quotidien dans les entreprises. Alors c'est hyper intéressant ce que tu nous dis là, c'est que quelque part on a deux axes. Le premier axe qu'on a bien exploité déjà, qui est les évolutions des besoins clients. Donc on a bien compris, il y a des besoins qui se transforment d'ici 2024 et une compréhension du client dans le besoin. Mais du coup, on en arrive à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter, nous, en interne. S'adapter, se former. Alors, Isabelle, peut-être je te redonne la parole sur cette question. Comment, en 2024, les cabinets, justement, s'adaptent face à cette nouvelle donne et ces nouveaux besoins clients ? Alors, il y a une chose qui m'a fait énormément plaisir dans mon voyage en 2024, c'est qu'en 2021, on parlait d'expérience client, besoin client, expérience client. Eh bien, en 2024, on va plus loin en parlant d'expérience collaborateur. En 2021, les cabinets ont du mal à recruter, quels que soient les profils. Ils ont du mal à recruter. Eh bien, en 2024, on s'attache à mieux répondre aux attentes des millennials et de la génération qui suit, la génération Z, parce que ces générations, qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent trouver du sens dans leur mission. Elles veulent un équilibre vie privée, vie professionnelle. Et plus que tout, plus qu'un salaire, elles veulent que le cabinet les accompagne dans leur évolution professionnelle et les aide à continuer à apprendre. Alors ça passe par quoi cette demande ? Ça passe bien évidemment par la formation, mais ça passe aussi par des outils comme le CRM ou des outils de communication comme Teams ou Slack. Et puis elles veulent autre chose, ces générations, que pendant longtemps, on n'a pas pensé à leur donner. Elles veulent de la reconnaissance. Elles veulent participer aux décisions de l'entreprise. Elles veulent désiloter l'entreprise. Et ça passe par un management qui va être plus transparent, plus juste, et qui va être bienveillant sans être complaisant.
Merci Isabelle pour ce premier point. Alors, j'aimerais peut-être faire une dérogation par rapport à ce qu'on a prévu. En fait, il y a un secret entre Isabelle et Frédéric que j'aimerais révéler cet après-midi pendant la conférence. Je crains le pire. Frédéric, tu nous permets de le dire ? Écoute, je ne sais pas encore de quoi tu vas parler, donc je t'autoriserai après quand je saurai. Alors, il se trouve que Frédéric a participé à la formation d'Isabelle dans le cadre du campus du Lab. Cette conférence de Last for F de comment justement favoriser l'innovation au sein des cabinets. Et du coup, dans cette formation, Isabelle, tu parles de méthodes d'innovation et de co-création pour résoudre des problématiques qui sont identifiées. Peut-être avant que Frédéric, tu nous donnes peut-être un retour d'expérience justement là-dessus, Isabelle, est-ce que tu peux peut-être juste nous expliquer c'est quoi une méthode d'innovation et de co-création ? Alors déjà, l'innovation, contrairement aux idées reçues, ce sont des méthodes, c'est pas inné, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau. Et effectivement, lors de cette formation, j'applique la méthode de design thinking. Je fais un atelier de design thinking. C'est une méthode qui a été inventée, mise au point à l'université de Stanford et qui a la particularité de faire de résoudre des problématiques identifiées et de mêler différents profils. On avait trop l'habitude de faire intervenir des experts et de faire réfléchir des experts entre eux pour résoudre un problème dont la réponse ne correspondait qu'aux experts. Donc là, on fait intervenir des experts, des non-experts pour trouver une solution pragmatique et simple. Et donc toi, Frédéric, tu l'as mis en place ? Tu l'as mis en pratique dans ton cabinet. Effectivement, j'en suis ravi. J'ai mis en place, effectivement, il y a quelques temps maintenant, en fait, j'ai mis en œuvre effectivement cette méthode, puisque j'ai suivi la formation d'Isabelle, et en fait, j'ai mis en œuvre cette méthode du design thinking, donc à une époque où on voulait réfléchir à refondre notre politique RH, un peu dans l'esprit que tu expliquais, Isabelle, hein, c'est-à-dire un peu s'adapter un peu aussi aux générations. Et effectivement, ça a été véritablement une opération très convaincante parce que justement, on a pu faire participer un certain nombre de membres de nos équipes à un projet effectivement de refonte. Et en fait, l'idée, ça a été déjà de transformer ce qui pouvait être perçu en fait comme des revendications, vues de loin, mal écoutées. Ça peut être perçu comme ça. Et en fait, on les a transformés en des solutions, je dirais, concrètes, assez opérationnelles. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, en fait, les gens se sont retrouvés acteurs, hein, bien sûr, mais en même temps, en participant, ils ont compris qu'en fait, ils étaient face à leur propre choix. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites ce genre de travail collaboratif, vous êtes obligé effectivement de travailler sur vos choix avec les autres au sein d'une équipe et donc de dégager des choix et donc vous êtes face à vos choix et face à la faisabilité en fait de vos choix et c'est beaucoup plus intéressant de le faire en tant qu'acteur qu'en tant que revendicateur. Donc ça déjà ça a été une première étape que j'ai trouvée assez intéressante et puis la deuxième c'est qu'évidemment on a créé intuitivement une adhésion au changement parce qu'en fait les gens en tant qu'acteurs en fait quand on met en place la solution qui a été retenue ils vont pas commencer à s'y opposer, ça c'est logique en même temps, hein. Donc en fait on a un vrai travail, on a un vrai un véritable sentiment d'adhésion après au changement et effectivement c'est très satisfaisant au plan de la mise en œuvre. On sent pas de réticence, de sous-entendu en disant pourquoi il change et pourquoi faire, enfin qui a décidé ça, quel sous-entendu, etc. Non, il y a rien de tout ça. En fait, les gens ont acté le processus de bout en bout et donc ils ont bien compris la conclusion. Et en même temps, voilà, ceux qui n'y ont pas participé pour des raisons X ou Y, en fait, ils ont un certain nombre de relais en interne qui leur expliquent en fait comment ça s'est passé. Donc ça crée le facteur de changement, l'émulation nécessaire. Donc voilà, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et donc voilà, on l'avait mis en œuvre à l'époque. On avait donc ouvert effectivement un grand chantier avec des thématiques et puis ensuite des solutions qui se sont dégagées sur ces thématiques. Voilà, et j'ai trouvé ça effectivement très intéressant. Et je dirais qu'en fait pour tous
tout changement, pour tout projet de changement, en fait, quelle que soit sa nature, qu'elle soit managériale, qu'elle soit technique, etc. En fait, tout projet peut effectivement suivre ce cheminement et ça facilite considérablement son adoption. Oui, je confirme, ça s'applique à tous les secteurs d'activité, à l'industrie, à tous les départements dans une entreprise. C'est une méthode assez universelle. Oui. Donc en fait, voilà, moi après, je dirais que ça m'a convaincu et donc voilà, moi je ne peux que recommander à tout un chacun de suivre cette formation d'Isabelle, favoriser l'innovation, je crois, hein, c'est ça. Donc c'est à l'ASFOREF, hein, puisqu'on s'est vu là, donc c'est l'ASFOREF qui délivre cette formation, très très utile. Merci Frédéric pour ce retour d'expérience. Est-ce qu'on peut dire, j'aime bien quand tu as dit adhésion au changement, c'est-à-dire que c'était pas si évident que ça de faire adhérer. Est-ce qu'on peut dire quelque part dans ton cabinet, tu as réussi à oser et peut-être oser ce qui était impossible au départ? Alors bon, impossible, par définition non, parce qu'en fait... Parce que tu as réussi. réussi. Donc la réponse est non. C'est pas mission impossible. La réponse est non, et puis je pense qu'en fait, voilà, ça relève pas d'un exploit, mais ça relève plutôt effectivement d'une bonne approche. Je crois que c'est plutôt un problème de positionnement au départ, de choix, là aussi dans la façon dont on aborde le changement. Et donc c'est plutôt une question de méthode, hein, parce que d'ailleurs en tant qu'expert comptable, on aime bien les méthodes, hein, c'est un truc qui nous parle. Moi voilà, la méthode est bonne et je pense que c'est plutôt ça qui fait que c'est un succès et plutôt que on a réussi l'exploit de l'impossible qui à mon avis n'est pas du tout dans cet ordre d'idée. Mais en fait c'est vrai que le sujet était politiquement sensible parce que dès qu'on touche au RH, dans toute entreprise et en cabinet aussi c'est un sujet sensible et donc ce mécanisme a prouvé sa valeur et son utilité. Une dernière question pour toi Frédéric, avant la fin. Déjà Je te remercie. En quelques mots, en 2-3 mots, as-tu un dernier message? As-tu un dernier exemple justement de transformation culturelle que tu considères mettre en place dans le cabinet à destination des spectateurs qui nous écoutent aujourd'hui? Alors déjà parce qu'on parle beaucoup de transformation numérique aujourd'hui, je pense que personnellement la transformation numérique c'est une modalité, c'est un moyen au service de la transformation culturelle parce que le vrai sujet de fond il est dans cette transformation culturelle en fait qui est importante. Alors nous au cabinet effectivement depuis plusieurs années en fait voilà on forme nos équipes, je parle plus des équipes d'audit là puisque en fait c'est plutôt mon métier même si je fais aussi du conseil et de l'expertise comptable, on forme les équipes justement à l'audit informatique, à l'analyse des données, à des outils comme IDEA, Power BI, donc voilà, on baigne dans ce mouvement et c'est un mouvement de fond parce que c'est pas parce que vous allez essayer de former quelqu'un sur une session, vous allez investir 3 jours, très bien, mais en fait derrière il faut mettre en œuvre, il faut s'assurer que la mise en œuvre est effectuée, puis il faut recommencer l'année suivante, c'est un travail de fond. Merci Frédéric. Avec plaisir. Isabelle, ton dernier message également? Je crois que vous l'aurez compris, hein, l'humain avant l'outil. Pour que l'outil marche, il faut que l'humain adhère. Eh bien, un grand merci Isabelle, un grand merci Frédéric. Merci à toi, merci Cyril, à je vous laisse vous. rejoindre votre place, un grand merci à vous, on les applaudit bien fort. Je rappelle qu'Isabelle est animatrice de la formation du Lab 50. Pierre, si tu peux passer la slide. Et formatrice du coup de la formation du campus du Lab qui s'appelle donc Comment favoriser l'innovation au sein du cabinet. Donc super formation dans le cadre du campus du Lab 50. On va à présent passer au deuxième tableau de ce premier volet, toujours dans la transformation des acteurs. Nous passons cette fois dans la transformation managériale. J'invite maintenant sur scène Abderrahmane Megdad et Guillaume Proust à me rejoindre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Abderrahmane, tu es expert comptable, tu as obtenu en 2018 le prix du meilleur mémoire sur le thème du management bienveillant. Tu es aujourd'hui expert comptable, tu continues ton expérience d'expertise comptable, de commissaire aux comptes, de conseil financier. Tu es également formateur sur la thématique du management bienveillant. Guillaume, est-il nécessaire de te présenter au sein de tes grandes fonctions de vice-président du Conseil régional de l'Ordre de Paris? Je te ferai intervenir quelques secondes plus tard. Abderrahmane, je t'invite à venir au centre de la scène, au cœur de la lumière.
Ouais, je suis là. Abderrahmane, merci d'être venu jusqu'ici Merci pour l'invitation. pour nous parler du management bienveillant. Alors, management bienveillant, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire être gentil avec tout le monde dans l'entreprise? Ça veut dire quoi concrètement, management bienveillant? Alors c'est ce qu'on pense, et aujourd'hui en 2021 on parle de plus en plus de bienveillance, et c'est pas un hasard, mais il faut rester vigilant quant à son utilisation, parce que c'est souvent utilisé à mauvais escient, et du coup c'est pour ça que Cyril, il faut revenir à l'origine de ce mot et s'interroger sur son étymologie. Étymologiquement, le mot bienveillance vient du latin benevolentia, qui signifie la décision de vouloir du bien à soi, à l'autre, aux autres. Je répète, une décision de vouloir du bien à soi, à l'autre et aux autres. Donc dans un environnement professionnel, le management bienveillant, c'est un modèle qui a pour but d'assurer la satisfaction des collaborateurs par la qualité des relations humaines et par l'amélioration des conditions de travail. Donc il se donne pour objectif principal de placer les collaborateurs et leurs préoccupations au cœur de l'entreprise. Par ailleurs, la notion de qualité de vie au travail et de bien-être en est une composante fondamentale. Alors attention, j'attire votre attention, le management bienveillant n'est pas un excès de gentillesse, ce n'est pas un excès de conciliation, ce n'est pas un excès de tolérance, ça ne veut pas dire ne pas être exigeant ou encore ne pas recadrer ou dire les choses quand elles ne vont pas. Autrement dit, ce n'est pas le monde des bisounours. Mais merci Abderrahmane pour cette première définition qui nous donne bien le cadre. Toi, dans le cabinet dans lequel tu es aujourd'hui, tu mets en place justement ce management bienveillant. Alors, comment on fait concrètement? C'est quoi les composantes d'un management bienveillant? C'est quoi les grands principes justement de ce management bienveillant? Alors effectivement, il y a des composantes, des éléments qu'on peut résumer en 10 principes, qu'on peut répartir en 3 blocs, qui sont le sens, la confiance et la reconnaissance. Donc dans le sens, on va retrouver donc donner du sens aux actions, fixer des objectifs réalisables, et puis l'importance de la cohérence entre le sens qu'on évoque et puis les objectifs, et l'importance de la congruence. Ensuite, on a le bloc de la confiance. Donc dans le bloc de la confiance, c'est faire confiance et croire en ses collaborateurs, et puis développer et encourager leur autonomie. Et enfin, le dernier volet, le volet de la reconnaissance et de la qualité des relations humaines. Donc il faut donner des signes de reconnaissance appropriés, remercier et exprimer de la gratitude, agir en soutien des collaborateurs et les encourager, écouter et communiquer de façon claire et transparente, et enfin savoir pardonner et reconnaître le droit à l'erreur. Donc il faut vraiment travailler sur ces caractéristiques et sur ces aptitudes pour être bienveillant. Et ce n'est pas installer un baby-foot, une salle de repos ou avoir des locaux design qui font qu'on l'est. D'accord, donc en gros l'histoire du baby-foot, l'anecdote que tu me donnes, c'est-à-dire que si je mets un baby-foot au milieu de mon cabinet, c'est plus une anecdote un peu du management bullshit, quoi, plutôt que du management bienveillant quelque part. Exactement. Alors comment on fait la différence quelque part entre ce management peu utile dans le cabinet et le véritable management bienveillant? Alors Cyril, j'ai pour habitude de dire que la bienveillance ne s'imite pas, elle se vit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire semblant d'être bienveillant, et ce ne sont surtout pas les accessoires qui font qu'on est un manager bienveillant. Il faut du temps, il faut donc du temps pour le devenir, et il faut s'approprier la bienveillance comme une vraie valeur. Donc au-delà du manager, c'est plus le collaborateur qui va faire la différence. Ça marche. Alors, du coup, peut-être pour les spectateurs qui nous écoutent cet après-midi, on pense peut-être assez rapidement à une chose, c'est ok, le management bienveillant, c'est bien, ok, super, mais est-ce que ça sert à la performance de nos cabinets? Alors, excusez-moi, c'est quand même une question importante pour nous, hein. Est-ce que ça sert à notre performance, justement, ce management bienveillant? Alors, effectivement, sinon je ne prêcherai pas le management bienveillant. Ah, toi aussi. Surtout qu'on a un public d'experts comptables et de commissaires aux comptes, donc ô combien la performance est importante. Effectivement, adopter un management bienveillant et investir dans la qualité de vie, de travail et le bien-être ne répond pas qu'à un objectif philanthropique, mais répond bien à une nécessité, un impératif économique. C'est pour ça qu'il est nécessaire de connaître le lien entre la satisfaction, le bien-être et la performance. Dans le schéma suivant, donc la chaîne logique, c'est que le collaborateur se sent bien, c'est un état de bien-être. Ce qui se traduit par un bénéfice pour lui-même, c'est-à-dire qu'il sera moins stressé, moins malade et plus assidu.
ce qui est également un bénéfice pour le cabinet, parce que ce collaborateur sera plus performant, apportera une bonne ambiance, sera plus assidu, son travail sera plus efficace, etc. Ce qui se traduit finalement par une meilleure performance du cabinet, parce qu'on aura une meilleure qualité de service, une meilleure performance, et qu'on sera à l'écoute des clients. Donc, pour bien comprendre, il faut comprendre aussi le cercle vertueux du management bienveillant. Donc, slide suivante. Donc, fidéliser les collaborateurs, c'est un enjeu équivalent à celui de fidéliser les clients, l'un enrichissant l'autre dans une boucle vertueuse. Donc, collaborateur satisfait, client satisfait, et in fine, associé satisfait. Et les collaborateurs se situent bien entendu au centre de ce cercle vertueux, car ce sont eux les créateurs de valeur. Donc, en misant sur le management bienveillant, cela va impacter la qualité de vie au travail et le bien-être. Les collaborateurs en seront satisfaits. Les collaborateurs satisfaits sont plus fidèles et plus performants. Cela va impacter du coup la qualité de service et la performance du cabinet dans son ensemble. Les clients seront satisfaits, plus fidèles, et cela créera de la croissance et des profits pour le cabinet. C'est super cercle vertueux, effectivement, hyper intéressant. Alors, tu m'excuseras, Abdé. Oui, parce qu'on peut le dire quand même, on t'appelle Abdé dans le cercle plus amical. Plus intime, tout à fait. Alors, on passe un seuil, là, on passe un seuil dans la bienveillance de cette conférence. Mon cher Abdé, du coup, moi, je suis expert comptable. Et moi, j'aime bien avoir mon petit tableau Excel avec mes petits indicateurs pour vérifier que ça marche ou que ça marche pas. Alors, je sais que tu voulais pas que je te pose la question, mais du coup, si je devais avoir un tableau Excel avec mes indicateurs, ce serait quoi ? Comment je peux valoriser ce management bienveillant dans mon petit tableau et mes indicateurs là ? Alors heureusement qu'en 2024, il y en a de moins en moins qui veulent suivre bien les performances et les indicateurs, mais effectivement, faut s'adapter aussi au public et à toi, Cyril. Alors, en fait, il y a des choses qui, en appliquant le management bienveillant, qui sont pas forcément mesurables, qu'on peut pas mesurer et quantifier, mais qui sont tout du moins perceptibles. Si ce n'est le climat social, l'ambiance de travail, la qualité de relations. Donc ça, on ne peut pas le mesurer, mais on le ressent, ça c'est perceptible. Et sinon, pour te faire plaisir, pour les indicateurs, Cyril, on peut avoir des indicateurs classiques, comme le suivi de l'EBIT ou de l'EBITDA, mais surtout, le management bienveillant, ce qu'il apporte dans les cabinets, et c'est moins de turnover, une évolution croissante de l'effectif, une évolution croissante du chiffre d'affaires, du nombre de clients ou encore du taux de satisfaction des clients. Super, merci Abdé de renseigner mon tableau. Du coup. Tu nous disais tout à l'heure également que c'est important de mettre en place un plan d'action clair, ou en tout cas d'avoir une vraie vision sur ce plan d'action. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à nous tous, peut-être en 2-3 étapes, justement, comment on fait pour passer justement à ce stade de management bienveillant ? Alors tout à fait, ça dépend après de quelle base on part, si on l'est un peu, si dans notre cabinet on est un peu bienveillant ou pas du tout. Dans tous les cas, la première étape, c'est de créer une culture de bienveillance, c'est-à-dire un environnement de travail avec l'application de certains principes pour favoriser l'émergence de cette bienveillance. Pour ça, il faut définir ses propres valeurs qui feront l'ADN du cabinet et la culture du cabinet, ce qui permettra de fédérer les collaborateurs autour de valeurs et de symboles communs, surtout quand on est issu de différentes générations. La deuxième étape, c'est l'application des principes qu'on a évoqués tout à l'heure du management bienveillant. C'est donc un travail sur soi que chaque personne, chaque manager doit réaliser. La bienveillance ne peut pas s'installer du jour au lendemain, ça c'est sûr. Elle se cultive avec patience, partir des bases et petit à petit progresser en adoptant ces principes. La troisième étape et dernière étape, qui est facultative pour moi et qui est ô combien importante, peut-être pour vous, mais je sais qu'elle est importante pour toi Cyril, c'est comme dans tous les projets, c'est de mesurer et suivre la performance dans le temps. Merci beaucoup Abderrahmane pour cette présentation. Merci beaucoup, je passe la main à Guillaume. Guillaume, on a eu cette présentation justement du management bienveillant dans les cadres des cabinets. Quels conseils
toi, tu pourrais apporter aux spectateurs qui nous écoutent aujourd'hui, justement dans cette transformation managériale nécessaire à horizon 2024? Je t'invite à venir, du coup, au centre de l'arène. Merci Cyril, merci Abderrahmane. C'était très complet. Alors, c'est un sujet en fait où on peut parler de pas mal de théories. Hein. La transformation managériale, on parle aussi d'innovation managériale. Et en effet, on est dans un monde, comme tu l'as rappelé Isabelle, un monde VUCA, d'accord, volatile, complexe. C'est la réalité. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à quoi? En effet, on le voit, des collaborateurs qui ont envie d'être bien au travail, qui ont envie d'avoir une certaine autonomie, qui ont envie aussi de participer, dans le fond, à une aventure. Et l'évolution managériale que les cabinets doivent avoir, c'est de s'intéresser encore plus, en effet, à leurs équipes. On l'a dit plusieurs fois. Juste avant, j'animais une conférence sur les 10 commandements du cabinet agile. L'humain est un des 4 piliers, d'accord ? C'est le sujet central, d'accord ? Il faut s'intéresser à l'humain, et l'humain est central, évidemment au service du client, donc tout le cabinet doit s'orienter dans cet objectif. Mais il faut évidemment que l'entrepreneur, l'expert comptable, ait des a priori positifs. Il faut qu'il ait des croyances aussi, il faut qu'il ait une confiance, il faut qu'il transmette une énergie positive à ses équipes. Et comment ça se passe ? Ça se passe en mettant en place, par exemple, des méthodes agiles. La méthode agile est un des outils pour permettre la transformation digitale. Ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre des équipes ensemble, qui sont d'ailleurs souvent d'horizons divers. Aujourd'hui, dans les cabinets, on va voir de plus en plus des commerciaux. On va voir de plus en plus des informaticiens. On va voir des gens qui vont s'occuper de la data, d'accord, qui vont faire le lien entre ce qui est produit par l'entreprise, ce qu'on va récupérer dans les cabinets pour mettre en place ce dont Frédéric parlait tout à l'heure, la data visualisation. Par exemple, aujourd'hui, on a besoin de visualiser en effet ce que nous on produit. C'est beaucoup plus parlant. Et on va même aller plus loin, on va aller aussi dans ce qu'on appelle la data écriture. Donc tous ces sujets, c'est-à-dire la production de commentaires automatiques sur les graphiques que l'on va produire. Comment on implique les équipes dans ces évolutions? Comment on applique ces équipes dans ces changements? Eh bien, on va mettre en place, en effet, des groupes de travail sur des thématiques. On va faire en sorte à chacun de leur donner la parole, de leur donner la possibilité de donner des idées, de tester des nouveaux services que le cabinet va développer, d'accord, sur des nouveaux secteurs d'activité, sur des nouveaux produits, sur des disruptions, hein, c'est-à-dire sur comment créer la demande dans un secteur hyper concurrentiel. Hein, c'est tout ce qui est la stratégie Blue Ocean, pour ceux qui ont entendu parler de cette stratégie développée entre autres par des Français et des Américains à l'INSEAD. La transformation managériale est basée sur 6 axes que j'ai listés. La confiance et l'authenticité, évidemment, dans la réalité du quotidien dans le cabinet. Le plaisir et le bien-être, d'accord ? On veut venir au travail et s'y trouver bien, c'est-à-dire ça part du poste de travail jusqu'à la qualité de vie au travail, la fameuse QVT, d'accord ? Ça dépasse le baby-foot. Le baby-foot, s'il n'y a pas une sincérité dans le propos, ça ne fonctionne pas, d'accord ? Mais le baby-foot, pour permettre de se décontracter et de parler de différents sujets et de laisser les neurones, au contraire, se refroidir. Moi, par exemple, dans mon cabinet, j'interdis de manger au bureau. Ce n'est pas pour faire un diktat, c'est juste parce que je pense, j'ai une croyance, et je l'explique aux collaborateurs, vous avez besoin que le disque dur se refroidisse. Si vous êtes tout le temps en train de travailler 12 heures d'affilée, ça ne fonctionne pas. Si vous ne déconnectez pas des téléphones, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut avoir des vraies croyances positives et aider, accompagner les équipes dans ce plaisir et ce bien-être, qui est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est l'engagement et la responsabilisation. Aujourd'hui, vos collaborateurs ont de plus en plus envie et besoin de donner un sens à ce qu'ils font, mais aussi d'être dans une entreprise qui donne du sens aussi. Donc une entreprise qui va être de plus en plus responsable. Les sujets du RSE, ce n'est pas des sujets non plus bullshit, c'est des sujets réels. Vous pouvez regarder, par exemple, je sais pas, les marches sur le climat. Il y a beaucoup d'implications des jeunes
sur ces thématiques. On parle de réchauffement climatique, ça n'a échappé à personne, et tous ces autres sujets. Ces sujets du RSE sont essentiels. Juste arrête, Guillaume, quand tu parlais de groupe de travail tout à l'heure, justement. Est-ce que c'est pas un exemple concret, justement, ça, d'identifier 1, 2, 3 collaborateurs qui pourraient travailler sur ces thématiques qui sont extrêmement importantes pour notre avenir? L'idée, c'est dans le cabinet, quelle que soit sa taille, vous allez responsabiliser les collaborateurs en leur proposant, en les invitant à participer à différents sujets. Voilà. Et donc vous allez définir des sujets prioritaires. Tous les ans, vous allez en créer des nouveaux et vous allez avoir 2, 3, 4 sujets qui sont des sujets orientés clients, qui sont des sujets sur la vie au travail, qui sont des sujets sur comment on travaille davantage à distance. On l'a vu avec le confinement. On a enfin compris que la flexibilité, c'était un vrai sujet, qu'on pouvait d'ailleurs travailler, on en discutait encore avec Didier Yves Racapé tout à l'heure, qu'on pouvait en effet travailler à distance et être performant avec les outils qu'on a sans pour autant se dire « Ah bah tiens, t'es plus au travail, mais t'es où ?» On a en France cette culture. Quand à 6 heures, on n'est plus au travail, c'est pas normal. Chez les anglo-saxons, c'est notre affaire. D'accord et chez les Japonais, c'est encore une autre histoire. Donc, rappelez-vous, nos cadres de référence sont différents en fonction des pays et en fonction aussi des environnements qu'on fréquente. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut, pour que ça fonctionne, il faut qu'on intègre aussi dans nos équipes de la diversité culturelle, qu'on intègre aussi de la diversité, par exemple, qu'on intègre des gens qui ont des handicaps. Bref, cette diversité, pareil, enrichit l'organisation et la rend plus productive. Tu parlais de statistiques sur l'amélioration. Si vous regardez les statistiques McKinsey ou autres, elles expliquent en effet que cette diversité culturelle, de genre, cette diversité aussi d'expérience métier et de personnalité enrichit de manière importante l'organisation. Donc engagement, responsabilisation, c'est le 3e axe. Le 4e axe, c'est collaboration et partage. Donc là, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe. Il faut faire un fonctionnement à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il ne faut plus que l'information soit uniquement descendante, il faut aussi qu'elle remonte. Il faut aussi entraîner la culture du feedback, c'est-à-dire laisser la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer, d'accord, et de récupérer l'information, d'accuser-réception, de récupérer l'information et de l'utiliser pour avancer. Ça ne veut pas dire non plus, on n'est pas dans le monde des bisounours, que tout ce qu'on va nous faire remonter, on va l'utiliser. Mais fermer les oreilles, ou ne pas travailler cette culture de feedback, c'est-à-dire interroger nos collaborateurs, interroger nos clients. On devrait le faire automatiquement dans toutes les organisations, tous les cabinets. Est-ce qu'on le fait? Aujourd'hui, il y a des outils très pratiques avec un simple mobile où tout au long de l'année, les collaborateurs peuvent s'exprimer sur un certain nombre de sujets. La culture de l'onboarding, quand vous avez des nouveaux collaborateurs, est-ce que vous suivez un plan d'accueil, d'accompagnement? Est-ce que les collaborateurs sont contents? Est-ce que tout se passe bien? Il y a toujours des grains de sable. Et on sait que si le collaborateur, dans les 2-3 semaines d'intégration d'entreprise, ça se passe mal, il y a peu de chances qu'il reste très longtemps, il y a peu de chances que ça se passe bien également avec les autres. Et les 2 derniers, curiosité et agilité. Donc curiosité, ça veut dire, avec la méthode agile, qu'on laisse la possibilité aux collaborateurs de faire des erreurs. Et quand on fait des tests, quand on est dans une vraie méthode agile, où on met en place des méthodes comme la méthode Scrum, par exemple, vous laissez la possibilité de faire des erreurs avec vos clients bêta-testeurs, avec des collaborateurs qui proposent des idées, qui les testent. Et si ça ne fonctionne pas, on réajuste. Et c'est ça l'innovation managériale. C'est cette possibilité en permanence d'écouter et de s'adapter à la réalité, en fait, à votre réalité métier, à votre réalité de ce que vous avez voulu, ce vers quoi vous avez voulu aller, ce vers quoi l'expert comptable, avec la stratégie du cabinet, veut aller. Et le dernier point, c'est créativité et innovation. Il faut en permanence créer des choses nouvelles. L'innovation, c'est pas d'utiliser des logiciels, d'accord? Le logiciel, c'est un outil. Donc voilà, il faut aussi avoir une stratégie pour faire ça, et il faut aussi créer
des réunions de brainstorming, laisser des espaces, créer des séminaires, aller déjeuner aussi avec ses collaborateurs, permettre le croisement aussi, ou même émuler. Par exemple, moi je fais du mécénat de compétences, je propose aux collaborateurs de s'inscrire dans des schémas pro bono où ils donnent du temps, d'accord, parce que ça donne du sens également, et au cabinet et aux collaborateurs de s'impliquer dans des sujets qui ont une cohérence avec ce vers où on veut aller. Donc l'innovation managériale, c'est ça, c'est beaucoup d'ouverture, de la confiance, de l'écoute, et rendre heureux vos collaborateurs, ça rend heureux vos clients, et ça vous rend heureux vous aussi. Merci Guillaume pour cette belle présentation. En un mot, qu'est-ce que nous devons retenir du coup de ce que tu nous as dit, un dernier message, ultime message sur ce management, cette transformation du management, en 1 ou 2 mots. Faire confiance à ses collaborateurs. Voilà. Travailler en mode collaboratif, soyez ouverts et soyez heureux. Si c'est sincère, tout se passera plus que très bien et vous serez a priori successful, et ça donnera envie aussi à vos clients que vous leur donniez des conseils sur la transformation managériale. Clairement. Abderrahmane, dernier message pour toi, à destination de nos spectateurs. Eh ben, soyez bienveillants. Si vous avez compris ce terme, ça englobe beaucoup de choses. Donc le dernier mot, c'est soyez bienveillants. En tout cas, c'est le futur. Un grand merci Abderrahmane, un grand merci Guillaume pour votre présentation. Troisième axe sur cette transformation des acteurs avec la vision intergénérationnelle. J'invite sur scène Myriam Mèche, que l'on applaudit. Myriam, tu es à la fin de ton stage du DEC et tu es en train de préparer ton mémoire sur un sujet hyper important pour toi, hyper cher pour toi, on va en parler, sur la transmission filiale d'un cabinet d'expertise comptable. Et donc, évidemment, la partie intergénérationnelle a un sens extrêmement fort pour toi. Tu es présidente également présidente de l'annexe Côte d'Azur. Alors, première question pour toi, Myriam, c'est quoi pour toi l'intérêt de faire cohabiter toutes ces générations au sein du cabinet d'expertise comptable? Alors Cyril, tu l'as dit, la génération, il y en a plusieurs, il y en a bien 1, 2, 3. Bon, chez moi, j'avoue qu'on n'est pas bien nombreux, mais quand même, on a une partie du cabinet qui a quand même moins de 30 ans, l'autre qui a plus de 55 ans. Confrontation des générations, il y en a un petit peu au milieu, mais quand même, il y a un gap entre ces personnes. Et pourtant, quand je suis partie en 2024, déjà, j'ai été diplômée du DEC. Ouais. Ah, bravo à toi. Merci. Bravo. Merci. Mais surtout, donc, le cabinet dans lequel j'évolue, qui est le cabinet familial, le cabinet de ma maman, où il y a aussi mon papa, mon petit frère, c'est vraiment, voilà, il y a une confusion de génération. Le cabinet, j'ai pu le récupérer, la transmission a été faite, et avec succès. Et là, je me suis dit, waouh, super, mais pourquoi? Et en fait, le travail qui avait été mis en place, l'était depuis déjà de plusieurs années. En fait, moi, depuis que je suis rentrée au cabinet, je ne cesse d'aller vers mes collègues. Ceux qui me connaissent depuis que j'ai 5 ans, parce que c'est vrai, ils sont là depuis plus de 20 ans, et moi, je débarque avec mon petit contrat d'apprentissage, et je vais vers eux, je leur demande comment ça se passe. Apprenez-moi, expliquez-moi, donnez-moi vos conseils, expliquez-moi le métier, donnez-moi la technique, puisque pour un expert comptable, on le sait, il faut qu'on ait de la technicité, c'est essentiel. Mais après, il y a tout le recul, l'expérience, c'est hyper important, le relationnel, que ce soit avec les clients ou le management, avec mes collègues de travail, futurs collaborateurs, bien sûr. Ça, c'est mes parents qui ont 30 ans de cabinet qui peuvent me l'enseigner. Et ça a une richesse, ça ne se mesure pas. Ça, c'est le côté retour d'expérience. Mais moi aussi, je peux leur apprendre quelque chose. Moi aussi, je peux leur donner, les faire évoluer. Moi et mes autres collègues qui ont aussi moins de 30 ans, on est cette nouvelle génération, Isabelle l'a dit, la génération millénium, qui a peut-être d'autres attentes,
qui attend un autre management, peut-être plus évolué, différent, un environnement de travail nouveau, sans forcément parler de baby-foot, mais un équilibre vie professionnelle, vie privée qui va être différent que ce que pouvaient voir nos parents. Moi, ma mère, l'équilibre vie pro, vie privée, je le cherche encore. Mais du coup, voilà, c'est cette expérience et cet enrichissement mutuel qui ont en fait 3 intérêts. J'en reviens à ta question. Construire un cabinet apprenant, évolutif. Tout ça dans le but de quoi ? De le pérenniser. Voilà, en 2024, il était toujours là, toujours aussi performant. Et évidemment, de créer une émulsion entre ces générations différentes et une performance collective. J'aime beaucoup ce terme-là de performance collective, justement. Et j'y pensais justement quand on en a parlé, évidemment, quand on a préparé tout cela. C'est performance collective à la fois toi qui amènes les choses, justement, en tant que stagiaire, puis mémoirialiste, puis nouvelle diplômée, etc. Et à la fois tes parents qui, justement, te laissent cette place-là et t'apportent justement une espèce de mentorat et de reverse mentoring qui permet justement d'accéder à cette performance de cabinet global. Absolument, Cyril. Se laisser faire, en fait, cette expérience m'a permis d'acquérir un leadership aussi naturellement, qui s'est instauré à la fois auprès de la clientèle, à la fois auprès des collaborateurs qui aujourd'hui viennent me voir naturellement. Et justement, on essaye de se décloisonner de nos portefeuilles, nos dossiers, nos activités. Le Covid nous l'a montré, on s'est isolé pendant plusieurs semaines et on s'est manqué. On est humain, on a besoin de relationnel. Et aujourd'hui, justement, le but, c'est de se retrouver, de tous travailler ensemble. Et on a compris que c'était grâce à ça qu'on pouvait évoluer et avoir une nouvelle vision de notre métier. Alors du coup, Myriam, toi qui as fait le voyage en 2024 avec nos confrères et nos intervenants d'aujourd'hui, comment ton cabinet a réussi à évoluer entre 2021 et 2024 ? Quelles sont les étapes qui ont permis la réussite justement de cette transmission de cabinet ? En effet, je vais reprendre un terme qu'a dit Frédéric tout à l'heure et qu'on a bien aimé, la méthode. On aime ça, nous les experts comptables. Eh oui. Méthode. D'ailleurs, tu connais ça en tant que chef de projet, d'après ce que j'ai entendu. Voilà. Un petit peu. C'est simple, processus méthodologique organisé. Ça marche toujours pareil. On anticipe. Indispensable. Alors, certes, quand on va transmettre un cabinet, on n'y est pas forcément, quand on transmet un cabinet, le repreneur n'est pas là depuis forcément plusieurs années comme moi j'ai pu l'être. Donc moi j'ai quand même la chance d'avoir pu anticiper ça pendant plusieurs années, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc déjà on fait un état des lieux grâce à cette anticipation, un état des lieux, mais attention, là je ne parle pas que de chiffres, vous l'aurez compris, on parle de l'humain en premier, donc c'est d'avant tout un état des lieux humain dont je veux parler. Comment ça se passe dans le cabinet ? Quelles sont les pratiques mises en œuvre ? Bonnes pratiques, mauvaises pratiques, tout, on recense tout. Donc, c'est d'abord notre anticipation, notre état des lieux. Ensuite, deuxième étape, un plan d'action. J'ai fait mon état des lieux. Moi, ce que je veux, ce sont des objectifs précis. Comment atteindre ces objectifs ? Plan d'action. Et enfin, parce qu'on ne s'arrête jamais là, on ne fait pas juste la mise en œuvre d'un plan d'action, on les suit. On les suit et on les fait évoluer. Puisque la société est en constante évolution, ce qu'on met en place à un moment donné ne le sera plus forcément dans 3 ans, en 2024, 25, 30. Donc on suit et on fait évoluer. Donc anticiper, mettre en œuvre un plan d'action, le suivre et le faire évoluer. Merci Myriam, c'est hyper clair, ce plan d'action, c'est un vrai plan stratégique finalement que tu mets en interne à horizon 2024. Mais alors du coup, la question peut-être qu'on se pose là tous maintenant, c'est de se dire, mais la clientèle alors ? Est-ce que la clientèle, elle suit derrière ? Et si oui, en 2024, tu nous as dit, le cabinet continue à bien fonctionner, donc dans le futur que tu as vu, ça marche ? Ouais, ça marche. Et tu te doutes bien, quand on reprend un cabinet, il y a une clientèle qui est en place. Le but, c'est pas que tout le monde s'en aille, c'est quand même qu'elle reste. Oui. Surtout quand on est là depuis quelques années, qu'on a créé une ambiance, une structure familiale.
le but, c'est de le conserver, de développer cette culture de proximité avec les clients qu'on a. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans le cabinet aujourd'hui. Les clients, je les connais. Il y en a, ils m'appellent le week-end. Bon, j'essaie de pas toujours trop décrocher, hein, vie pro, vie perso. Mais cette clientèle, j'y suis attachée. Donc le but, c'était pas que tout le monde s'en aille. Donc moi, certes, j'ai eu le recul, l'expérience d'être là pendant plusieurs années pour que les clients me voient et comprennent par eux-mêmes la légitimité que je pouvais avoir, me considèrent comme leur futur expert comptable. Mais c'est vrai que quand on reprend un cabinet en peu de temps, le plus important, c'est d'être accompagné par la génération qui a justement développé ce cabinet pendant plusieurs années. Donc c'est là, encore une fois, où la collaboration entre ces deux générations est essentielle. Donc la clientèle, pour la conserver, il faut qu'elle ait confiance. Et c'est avec l'accompagnement donc du cédant, de cet expert comptable expérimenté que ça pourra marcher. Évidemment, on évolue. L'idée, c'est de garder le socle de clientèle qui constitue l'identité du cabinet et bien entendu de faire un peu évoluer vers, pourquoi pas, de nouvelles missions et activités qui pourraient sortir d'ici quelques années. Et oui, parce que ton objectif, quand même, disons-le rapidement, hein, et notamment dans le cadre de ton mémoire, hein, tu nous en as parlé, c'est aussi de conserver l'identité familiale, justement, de ce cabinet, et la culture d'entreprise de ce cabinet. Et donc, est-ce qu'il y a aussi une notion de posture que tu dois avoir, justement, vis-à-vis de ces clients ? Absolument. Et c'est d'ailleurs très difficile au début, quand on arrive, qu'on a une vingtaine d'années, qu'on est vu comme la fille d'eux. On se dit, bon, on nous a placé là la petite jeune qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Bien souvent, donc, on passe pas par moi. Non, il faut passer par l'expert comptable. C'est vrai que c'est pas évident de s'imposer. Aussi au niveau, donc tu parles de la clientèle, mais il y a également les collaborateurs qui, comme je l'ai dit, m'ont connue, j'avais 5 ans. Et un jour, j'arrive et je suis destinée peut-être à être la dirigeante du cabinet. Alors, c'est pas évident. Moi, personnellement, j'ai pas besoin d'aller jusqu'en 2024 pour... Ouais, tu le vois dès 2021, là. Je le vois dès 2021. Grâce à mes années d'expérience, mon travail, j'ai énormément travaillé. Je leur ai montré que je pouvais autant travailler qu'eux, que je pouvais aller rechercher l'information et moi, leur apporter, leur apprendre aussi quelque chose à mes collègues et évidemment aux clients. Je leur ai montré qu'ils pouvaient compter sur moi. Et donc, c'est cette posture, en fait, là encore, je réutilise le terme de leadership qui s'est en fait installé tout naturellement. Et aujourd'hui, je suis déjà considérée comme le second expert comptable du cabinet. Super. Et du coup, peut-être est-ce que tu auras une anecdote à nous expliquer justement, parce qu'on est dans un cercle familial, et est-ce que du coup, en tant qu'expert comptable, donc ton papa, ta maman qui travaillent avec toi, et donc potentiellement tous les spectateurs qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que nous aussi, en tant qu'expert comptable, eh bien, on doit t'aider aussi justement pour assurer ce leadership? Est-ce que tu as un exemple qui te vient Oui, tout à fait. On en a parlé, mais complètement en dehors de la conférence, mais je trouvais l'exemple quand même top. Ouais. Je sais pas si... Je pense que c'est déjà arrivé à d'autres personnes, mais le client qui veut absolument parler à l'expert, mais l'expert n'est pas là. Le chef de mission n'est pas là. Donc il n'a affaire qu'à moi, qui ai quand même 4-5 années d'expérience. Mince. Oh là là. Qui prépare le stage expertise comptable. Bon. Et qui, pourtant, malgré le fait que je lui apporte réponse à ses problèmes, n'y croit pas. Alors, je ne sais pas si c'est le genre, l'âge, les cheveux, la robe, il n'y croit pas. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Hop, petit mail par derrière, directement à l'expert comptable. Oui, votre collab. Bon, évidemment, j'ai mon petit caractère. J'avoue qu'au bout d'un moment, je me suis un peu échauffée, on va dire. Et donc, évidemment, de suite, on a eu un petit mail à l'expert. Oui, votre collaboratrice, je la paye. Non, tu ne la payes pas. Mais bon, c'est inadmissible. Et c'est vrai que quand l'expert, en fait, c'est sa mère, elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Je la connais pas comme ça, ma fille. En fait, oui, les choses sont parfois déformées par les clients. Et là, heureusement, j'ai eu la chance d'être la fille d'eux, donc on a pu
Enfin, non, pas que. Je pense que la relation de confiance entre le collaborateur et l'expert comptable est essentielle et que ça se ferait avec n'importe qui. Mais voilà, l'anecdote, c'est que le client par derrière essaye de vous casser auprès de l'expert comptable. Et en fait, bon, là, l'appui, c'était ma mère, mais surtout du dirigeant du cabinet, le soutien envers son collaborateur est essentiel pour lui donner justement la légitimité qu'il faut pour ensuite pouvoir eh bien, être respecté et écouté par les clients. Aujourd'hui, évidemment, il ne veut avoir affaire qu'à moi. Bien sûr. et c'est bien cette performance collective, justement. Hein. Et cet exemple démontre bien que la performance collective, évidemment, c'est toi qui travailles justement pour arriver à cette performance-là, ce leadership, cette posture aussi, hein, tu parlais de posture qui est hyper intéressante, mais aussi les associés, les experts comptables, etc., eh bien, qui amènent justement, et qui aident, et qui, évidemment, soutiennent leurs équipes, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Absolument. Et pour ça, je te reprends encore ton terme de chef de projet. Oh, merci. J'ai découvert ça récemment et je trouve que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, en fait, je reprends tout le déroulé qui a été fait juste avant moi. Cette idée de faire collaborer les générations, les collaborateurs entre eux, d'échanger aussi souvent et de manière étroite. D'ailleurs, en développant des projets, ça donne des missions à chacun, ça peut pousser des personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude à se parler, à échanger ensemble et justement à contribuer à cette performance collective. Merci Myriam, tu as la même question que tout le monde. Le mot de la fin ? Exactement. Un dernier message, un dernier conseil aux spectateurs qui nous écoutent cet après-midi. Je vais citer ma petite association La belle association des experts ma belle comptables association stagiaires. qui me tient à cœur. Depuis quelques années, j'ai découvert l'annexe et le CJEC, et donc j'échange beaucoup avec cette jeune génération qui arrive dans le métier. Ça nous permet aussi d'échanger entre jeunes, mais de découvrir des experts comptables qui sont très expérimentés et qui ont beaucoup d'années d'expérience et beaucoup de choses à nous apprendre. L'annexe, c'est pas que les jeunes, c'est aussi toutes ces personnes qui ont contribué à faire que la profession elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et je pense, encore une fois, que créer des liens et continuer à échanger ensemble, ça va encore plus embellir l'avenir de notre métier. Voilà, merci. Merci à toi Myriam, un grand merci pour ta participation. On arrive à la fin de cette première séquence sur la transformation des acteurs. Passons au deuxième volet de notre grande conférence du Lab. Le volet du digital. Ben oui, le digital, c'est un sujet, bien sûr, qui nous intéresse énormément au Lab 50. On a notamment un groupe de travail, on en parlait tout à l'heure, sur les nouvelles missions des experts comptables et des commissaires aux comptes, notamment dans l'utilisation de la data. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur le site du Lab 50, lelab50.fr, où vous allez récupérer plein d'articles, plein d'informations, des quiz, des tests d'auto-évaluation. On parlait du CRM d'ailleurs tout à l'heure. Eh bien, il y a eu tout un dossier qui a été fait par le groupe de travail client-valeur sur le sujet de CRM également. Donc vous avez mine d'informations sur le site du Lab 50. Alors, l'aspect digital maintenant. L'aspect digital, eh bien, nous allons faire intervenir à nouveau, si tu le veux bien, Jean Saffort et Stefano Vignoli. Stefano, je ne t'ai pas présenté encore. Alors tu es expert comptable italien. Tu es expert comptable italien et tu connais bien la profession au niveau européen, puisque tu travailles notamment au sein de ton conseil supérieur, dans notamment le Common Content, tous les sujets justement de formation et de compétences au niveau européen. Alors Jean, peut-être une première question pour toi. Tu as déjà commencé à nous parler un petit peu d'avenir, de la profession, etc. Concrètement, la question qu'on se pose aujourd'hui, en 2024, là, c'est quoi la mission de base d'un expert comptable? Est-ce que c'est encore la tenue? Bah oui, bien sûr. Mais c'est pas ce que tu as prévu. Non, ça fait des années qu'on me dit qu'en 2030, il n'y aura plus de comptabilité, qu'il n'y aura plus de comptable et qu'on fera plus de tout ça. Arrêtons nos conneries. Bon, je m'oppose à cette notion. On nous dit on fera plein d'autres choses,
mais plus de compta. Donc c'est pas vrai. Alors, si j'essaye de voir ce qu'est la mission aujourd'hui, ce qu'elle est en 2024 et même en 2030, parce que moi je me permets de dire, dans 10 ans, je ferai, pardon, mon cabinet, parce que moi peut-être pas, mais nous ferons plus de missions de tenue de comptabilité qu'aujourd'hui. Simplement, elle sera faite autrement. Bon, on nous dit que c'est le robot, l'ordinateur, qui va passer les écritures automatiquement. Je veux bien, mais lui, si je lui amène pas la donnée, il fera rien. Donc, ma mission de base, on va commencer par celle-là, puis après on va aller vers la facture électronique qui va être au centre quand même de tout ça. Aujourd'hui, voilà, je récolte des pièces. Alors, on a déjà quand même automatisé les banques, on a la récupération des relais bancaires, on a déjà le circuit d'achat, enfin, on a déjà fait pas mal de petites choses, mais même, il reste une partie teneur de livres. Voilà, c'est ce métier-là qui va disparaître. Et ça, on nous dit, ça va être automatisé. Ouais, mais aux deux côtés, ma mission, elle s'ouvre. Donc, circuit amont, qu'est-ce qui va se passer? Avant, il y avait la boîte à chaussures. Maintenant, on va faire la boîte à chaussures numérique. Ah ouais? Simplement, avant, on ne comptait pas toujours dans la mission, le tri, le bazar, on avait un peu de tout. Et bien, ça va faire partie. Donc, on va collecter, organiser la collecte. Donc, on va collecter, en plus des banques qu'on a déjà aujourd'hui, de la démat de scannerisation, CRisation des factures fournisseurs. On va les récupérer, et on va voir comment maintenant, on va aller récupérer ces factures fournisseurs pour les automatiser. Et là, oui, bien sûr, elle sera préimputée automatiquement par le robot. Mais le robot, il ne peut pas faire sans que le cabinet, sans que les collaborateurs n'aient fait cette organisation. On va collecter les factures fournisseurs, on va collecter les factures clients. Ah oui, tiens, on a tous les documents. Ah oui, donc là, on ne parle plus que de flux de saisie et tout, mais d'originaux électroniques. On va y arriver sur la facture. Hein, et je vais passer la main à mon camarade. Et donc très clairement, voilà. Donc, notre travail, qui était avant un travail de saisie, ça va être d'abord un travail d'intégration des flux de documents. Et on va donc documenter tous nos travaux. Ça, c'est cette première partie. Et en plus, on en profitera même pour vérifier la valeur légale des factures. Que le client existe, que le fournisseur existe, que les mentions légales sont dessus, enfin, histoire de dire, ah oui, tiens, on rajoute de la confiance aussi. Parce que non seulement l'expert comptable va traiter cette donnée-là, et en plus, il va dire, ouais, la facture, elle est conforme, les deux parties existent, et donc on va déjà rajouter un plus par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc à chaque fois, on va enrichir cette donnée. Bon, elle va être traitée, il y aura la révision, après, on va arriver vers l'émission des comptes annuels. Après la révision, on va commencer par contrôler le FEC. On va aller vérifier un petit peu la normalité comptable, qu'on fasse après ou pas une mission ECF, hein, parce que mais de toute façon, mon FEC, je vais le contrôler, et je vais le contrôler avant l'arrêté des comptes, puisque une fois, je ne vais pas le contrôler 3 ans après quand il y a un contrôle. Ça n'a pas de sens, je ne peux plus le rectifier. Donc, je vais le contrôler avant de valider les écritures et de terminer mon bilan. Hein, donc, il faut être très pragmatique. Puis après, on va voir ce qu'on en fera de ce FEC, parce qu'on s'en servira à faire bien d'autres choses. Et puis, on va terminer la mission. Puis après, on va faire de la data vise. Donc, de tous les côtés, ma mission classique qui avant était là, elle s'est ouverte avec de la collecte en plus et de la restitution. Et à chaque niveau, je mets un niveau de confiance en plus, je mets de la valeur ajoutée en plus, alors que franchement, passer les écritures, c'était pas ce qu'il y avait de plus passionnant dans la tenue de comptabilité, parce qu'on pense toujours à passer. Bon, et donc très clairement, voilà, mon schéma va complètement s'agrandir, ce qui fait que le rôle de l'expert comptable va être encore plus grand, parce que je vais collecter tout. On va voir tout à l'heure, d'ailleurs, que quand on va parler de facture électronique, peut-être que pour les 80% d'entreprises qui font leurs factures avec des outils bureautiques, qui n'ont pas le logiciel, 80% de nos clients, des TPE. Bon, voilà. Peut-être que pour celle-là, en plus, je ferai des missions complémentaires, du full service, du bazar, de travailler avec cette facture électronique. Donc, au milieu de tout ça, j'ai la facture électronique. Donc, elle arrive en France, on va voir après comment elle va s'appliquer en France. Mais le mieux, c'est d'avoir des témoins, parce que il y a des gens qui ont commencé, parce que nous, on a 4 ans de retard en France. Alors c'est normal, hein, on est en retard, c'est très simple. Parce que d'habitude, on dit toujours, en France, on va plus loin que les autres en fiscalité. C'est pas vrai, on a 4 ans de retard. Pourquoi? Parce qu'avant, il a fallu faire le prélèvement à la source. Et que pendant 5 ans à peu près, toutes les ressources de l'administration fiscale étaient là-dessus. Donc on pouvait pas. Bon, donc maintenant, on s'attaque à la facture.
Donc c'est tout naturellement. Donc du coup, on en profite, on regarde qu'est-ce qui se passe chez nos petits camarades italiens. Et puis Stefano, tu vas peut-être nous dire un petit peu ce qui s'est passé, en quoi ça a changé aussi la mission. Et, des experts comptables, ils font bien sûr plus de déclaration de TVA, ça paraît sûrement évident, c'est ce qu'on nous raconte, hein, qu'on fera plus de déclaration de TVA, parce que le but de tout ça, c'est que l'administration fiscale fasse tout. Bon, il se passe quoi alors? On l'a vendu ainsi en Italie. On l'a vendu ainsi. Par ailleurs, c'est aussi un sujet de réflexion. Bon, en Italie, déjà, on a de l'avance sur ces sujets. C'est pas parce qu'on est des bons élèves, c'est plutôt parce qu'on est des mauvais élèves. Parce que la facturation électronique a été introduite en Italie comme au Portugal. On a été pionnier dans ces domaines, surtout parce qu'on avait un taux de fidélité fiscale très faible. Et donc, il fallait montrer à la communauté qu'on faisait tout pour rattraper ce retard. Et par ailleurs, c'est dans les chiffres, la facturation électronique apporte 3 milliards 500 millions de recettes supplémentaires à l'État. Ah, quand même. Donc, c'est tout d'abord un bon deal pour l'administration fiscale. On l'a probablement subi au tout début. Comme disait Cyril auparavant, c'est plutôt de l'innovation par la contrainte qu'on a eue en Italie. Parce que sûrement on aime faire les choses à la dernière minute. Donc, le 1er janvier 2019, on s'en est occupé en décembre 2018. C'est parce que le système n'était pas vraiment rodé, donc on a fait les cobayes en tant qu'expert comptable. On n'est pas vraiment des informaticiens, mais je dirais aussi que l'innovation, quelque part, est démocratique. En Italie, on a une taille de cabinet qui est assez faible, voire plus qu'en France. On a 71% de cabinets qui ne dépassent pas 5 personnes, donc qui n'ont pas plus que 5 employés, un peu plus que la moyenne européenne, un peu plus qu'en France. Et heureusement, la facturation électronique a apporté des opportunités aussi aux petits cabinets. Donc c'est une évolution, je dirais, démocratique. On s'interrogeait justement en 2018 sur l'effet de changement dû à la facturation électronique, du fait que l'administration fiscale les vendait effectivement comme une simplification, comme une automatisation de tâches. On avait la crainte que nos clients pouvaient nous demander un rabais des honoraires parce que désormais c'était la technologie qui faisait tout. Okay. Je vous avoue que ça n'a pas été le cas. On n'a pas reçu de demandes des rabais d'honoraires et donc on est sûrement gagnant sur cet aspect. Après, ça reste la comptabilité en service discount, donc probablement la facturation électronique ne fait qu'accélérer un processus qu'on a déjà imaginé depuis longtemps, c'est-à-dire se positionner sur la valeur ajoutée, sur les conseils, et profiter aussi de la facturation électronique, des opportunités que la facturation électronique donne, parce qu'effectivement c'est une facturation électronique qui passe du fournisseur au client en temps réel. Donc, on a une comptabilité en temps réel. Donc, on peut faire du contrôle de gestion immédiat et donner des informations immédiates à nos clients. Ce qui plaît évidemment davantage et ce qui donne de la valeur ajoutée à notre travail. Donc, au final, c'est plutôt deux opportunités. Évidemment, on s'est beaucoup interrogé sur les risques. Comme disait Jean, il y a un risque à régime d'arriver à une TVA, à une déclaration de TVA déjà produite par l'administration fiscale. On n'y est pas encore parce que, par exemple, les petits contribuables en Italie ne sont pas encore à la facturation électronique. On parle des personnes qui ont un chiffre d'affaires en dessous de 65 000 euros, mais ils vont bientôt rentrer dans cette logique. Il reste par contre toute la partie internationale exclue de la facturation électronique. Donc évidemment, l'État aurait des difficultés à préparer une déclaration de TVA directement par les données qu'ils ont. N'empêche, c'est un outil très important pour l'administration fiscale pour vérifier la fiabilité des déclarations. Ça sert aussi pour éviter des erreurs, comme disait Jean auparavant. L'effet de faire une facturation électronique qui est télétransmise par un système d'échange à l'administration fiscale permet par exemple de voir si le numéro de TVA est toujours existant, si notre fournisseur a bien transmis les bonnes coordonnées.
Il y a aussi un aspect pratique qui est intéressant, qui pourrait vous intéresser. Déjà, la facturation électronique en Italie s'est accompagnée juste après par les tickets de caisse électroniques et s'insère aussi dans un système fortement informatisé. La raison, c'est toujours la même, c'est qu'on est des mauvais élèves. Mais par exemple, en Italie, on a les courriels certifiés. Donc, c'est un email qu'on envoie et qui a valeur légale de lettres recommandées. On a les tickets de caisse électroniques. Moi, je n'ai pas commencé hier, ça fait désormais presque 20 ans que j'ai fait la profession. Et je commençais avec la télétransmission des déclarations de revenus qui était déjà en place. Donc, on a sûrement des années d'avance sur cet aspect. Et je ne sais pas la raison pour laquelle on a dû innover. C'est probablement une innovation par contrainte, comme disait Cyril, même si ça ne plaît pas à Isabelle, mais le résultat, c'est quand même positif. Et tu envoies des opportunités au final. Tu envoies des opportunités. On voit des opportunités. Il y a un passage aussi important en Italie qu'on peut témoigner. Alors, la facturation électronique, ça donnait aussi de l'appétit à pas mal d'acteurs autour de notre profession. Je cite un exemple, les banques ont proposé ces services. Ça intéressait énormément au monde financier le fait d'avoir connaissance du parcours comptable des entreprises et ils ont essayé de rentrer dans ces marchés. Au final, je n'ai pas de retour important. L'expert comptable est resté dans ces passages les bras droits de l'entrepreneur. L'entrepreneur s'est adressé à l'expert comptable pour définir ces passages, pour choisir ensemble les logiciels, si ce n'est pas les logiciels du cabinet évidemment, les plus opportuns pour se digitaliser. Ça nous a demandé évidemment aussi un peu de connaissances informatiques. On est loin d'être informaticien, mais il faut de connaissances de base qu'on a acquis au fil du temps. Mais effectivement, il y a ces passages, ces témoignages importants de la part de nos clients que j'estime vous allez sûrement avoir en France aussi. Et on nous a toujours dit, nous en Italie, c'est simple, la façon dont ils font avec leur schéma, puis après on a un schéma différent en France, on va en parler après, mais le schéma choisi en Italie, il est fait pour que l'administration fiscale, plateforme unique, tout arrive à l'administration fiscale fasse la déclaration de TVA. Tout à fait, tout à fait. Et c'est fait, c'est pas fait? C'est pas encore le cas. Ils vont jusqu'au paiement, c'est quoi leur rôle? Ça aurait dû être fait, c'est pas encore le cas, c'est plutôt un projet 2022, donc déclaration 2023. Et ils n'arriveront pas à auto-liquider l'impôt, c'est-à-dire à effectuer des paiements directement par les contribuables, parce qu'il n'y a pas, historiquement ces régimes de confiance entre administration fiscale et contribuable qui ne permettraient pas à l'administration de mettre les mains dans les poches du contribuable. Je pense qu'on n'y arrivera jamais à ça. Non mais voilà, et tout le monde nous l'a dit en Europe. Donc très clairement, c'est pour dire, aujourd'hui, on vous demande plutôt aussi de certifier ou de valider la déclaration. Il y a un rôle de la profession qui reste un rôle d'attestation, de validation, enfin je ne sais pas le terme que vous utilisez. En Italie, on a un rôle de tiers de confiance, comme on dit chez nous. Tout à fait. On a la possibilité de compenser les créances de TVA avec d'autres dettes. Pas seulement fiscale, aussi pour les charges patronales par exemple. Et toute compensation dépassant les 5 000 euros demande l'attestation d'un expert comptable ou commissaire aux comptes. Et c'est une mission qui peut être agréable, qui représente un chiffre d'affaires agréable et qui à présent reste aussi pour les prochaines années. Donc, après, ça fait partie aussi du risque que cette évolution, ça représente. On risque de perdre un peu de chiffre d'affaires sur certaines missions, mais là, il faut effectivement s'interroger sur où on peut, par contre, trouver de la valeur ajoutée. Alors, si je peux parler de mon expérience, si je pourrais faire effectivement marche arrière,
revenir en 2018, vous avez cette opportunité parce que 2024, ce n'est pas encore le cas. Effectivement, ça serait de ne pas subir cette innovation, d'être plus propositif vis-à-vis de nos clients, de ne pas attendre le 31 décembre pour l'innovation qui arrive, d'étudier davantage aux services à valeur ajoutée qu'on peut apporter parce que ça aide à présider les territoires, ça aide à trouver de la valeur ajoutée pour nous et n'oublions pas, surtout pour nos clients, parce qu'au final, la clé de nos rapports avec les clients, c'est que ça doit être un rapport win-win. On doit être gagnant en chiffre d'affaires, mais on doit apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Merci Stefano pour ton retour d'expérience, qui noue un peu à une valeur de futur quelque part, parce qu'on est complètement dedans. Et toi, Jean, du coup, qui a fait le voyage à 2024. Ouais, donc je suis allé voir Stefano d'ailleurs. Ah oui, Stefano a continué sa route. Il va continuer sur sa route. Mais alors, du coup, tout ça, la facture électronique quelque part, elle amène des missions pour nous en amont de la facture électronique, mais aussi en aval de la facture électronique. En quelques mots, du coup, quelles sont les missions qu'on pourrait faire en amont, en aval, quelque part, de cette facture? Déjà, je vais quand même rappeler le principe en France, parce que les confrères savent pas tous comment ça marche. Hein. Donc, obligation, opportunité, en fin de compte, on est un petit peu là, puis on anticipe, et c'est ça qu'on appelle l'innovation. Résumé rapide, mais très clairement, on en est là. Bon, donc très clairement, ici, alors les textes, on les attend avant le 28 septembre. Donc voilà, l'ordonnance doit être rendue et les décrets début d'année. Bon, donc le schéma choisi en France, c'est pas le schéma avec une administration, une plateforme centrale d'État, mais c'est avec une centrale d'État, une plateforme publique, mais aussi des plateformes privées. Donc des plateformes privées qui vont communiquer entre elles pour se faire de l'échange client-fournisseur, fournisseur-client, parce que c'est un des sens, et avec... Si on n'a pas de plateforme privée, on peut passer sur la plateforme d'État en direct. Donc on pourra, pour émettre ou recevoir de la facture, on pourra passer soit par la plateforme publique, soit par des plateformes privées. C'est le schéma dit en Y, le schéma mexicain dit en Y. Bon, alors les dates. Et là, attention, ne nous trompons pas. On nous dit émettre la facture, date obligation, 2023 pour les grandes entreprises, 2024 pour les ETI et 2025 pour toutes les entreprises, pour les TPE, enfin pour nos clients en général, si je parle d'expertise comptable. Par contre, attention, on a entendu parler qu'il n'y a pas que de la facture. On a la facture, mais il faut tout ce qu'il faut faire la déclaration de TVA. Donc il y a le e-invoicing, faire une facture, fabriquer une facture avec ses obligations. On a un e-reporting au plus, c'est-à-dire reporter que je m'adresse à n'importe laquelle des plateformes, les privées, la publique, ça doit aller à l'administration fiscale. Bon. Et donc ça s'appelle le e-reporting, et donc il va falloir, en même temps qu'on se transmet les factures entre entreprises, il va falloir, on le fait déjà pour l'État depuis de 2017 à 2020, c'était déjà obligatoire dans le secteur public, et donc il va falloir pour le e-reporting qu'on transmette non seulement les données des factures à l'administration fiscale, mais il y a beaucoup de TVA sur encaissement, donc la TVA sur encaissement, également, les encaissements, et les caisses. Donc le triptyque facture, caisse et FEC ensuite pour le contrôle fiscal, c'est le triptyque européen, recommandation OCDE, tous les pays autour de nous le font tous. Donc ça a commencé en effet le Portugal, l'Italie. Si je fais tout le tour de la France en partant du Portugal, c'est le premier qui a commencé, je vais dire plutôt ceux qui ne font pas, ça va aller plus vite et vous chercherez l'erreur. Monaco, Suisse, Luxembourg. Les bons élèves de la classe, selon la définition de Stefano. Voilà. Donc nous, on est là-dedans, cette obligation, mais par contre, attention, pour que les gens puissent émettre, il faut qu'en face, j'ai quelqu'un qui reçoive. Donc, obligation de recevoir à partir du 1er janvier 2023. Donc on parle de facture, nous, experts comptables, on pense tout de suite l'émission de la facture. Non, on ne se trompe pas, c'est l'inverse. Nous, il faut qu'on soit prêt, puisqu'on n'est pas dans les premiers, nos clients ne seront pas dans les premiers émetteurs, mais ils n'ont pas le droit de refuser de recevoir les factures des gens qui en font. Donc, il faut être prêt à recevoir de la facture. Donc, la première étape, recevoir. Donc, on va mettre des outils en place, un certain nombre d'outils qui sont prêts, beaucoup de formations en 2022. Je vous annonce un plan numérique avec BPI
pour 500 cabinets, et on pourra renouveler les tranches si on fait ça. Donc fin d'année, début d'année 2022, pour accompagner, pour apprendre, pour que 500 cabinets commencent à apprendre, rentrent dans le système, et accompagnent 10 000 entreprises sur la facture électronique. Et puis si on veut monter à 20 000 ou 30 000, ils nous ouvriront des enveloppes complémentaires subventionnées pour les cabinets pour accompagner les clients. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, 2022, on regarde avec toutes les régions pour qu'il y ait des formations. C'est un truc à peu près comme le passage à l'euro. Hein. Donc pour qu'il y ait en fin de compte formation de tous les cabinets, dans les régions, et que les cabinets aient des supports de formation pour former leurs clients. Bon là, on espère qu'on arrivera l'année prochaine à trouver un chèque numérique ou un petit truc pour financer cette action-là. Si on peut en plus se faire financer, on fera tout pour. Mais en tout cas, l'action 2022, c'est avant tout, il faut être prêt. Et puis on vous prépare les outils pour que vous puissiez massivement passer un petit peu toutes ces choses-là. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'on soit bien prêt. Bon, ça, c'est pour répondre à l'obligation. Mais tout de suite aussi qu'on ait les outils pour pouvoir faire du full service, des missions complémentaires, en plus de toutes ces missions à valeur ajoutée, parce qu'à chaque fois, quand j'ai mis une facture, je vérifie les données, je valide la facture, j'en fais un original électronique, je le conserve sur la durée de vie du document. Enfin, c'est tout un schéma très très complet qui, en fin de compte, va améliorer la comptabilité et nos capacités de faire en plus des missions complémentaires, paiement des factures fournisseurs pour le compte de nos clients. Là, je rentre dans le full service. Là, je ne suis plus dans ma mission comptable de tout à l'heure. Je suis dans les trucs en plus qui se facturent. Hein. Ce n'est pas dans la mission de base. Hein. Donc, en fournisseur, c'est juste faire le règlement pour le client, les échéanciers, toutes ces choses-là. Donc, les outils sont prévus pour permettre, pour les cabinets qui veulent accompagner et faire ça en plus. Et sur la facture client, on va aller beaucoup plus loin, puisque sur la facture client, vous pourrez proposer un règlement de la facture. Et maintenant, depuis la loi Pacte, on a eu quelques problèmes avec le commissariat aux comptes, mais du côté expertise, on nous a quand même amené le mandat de paiement et le mandat de recouvrement. Donc on va pouvoir proposer une prestation de service complémentaire qui est la gestion complète du cycle client de l'entreprise. C'est-à-dire non seulement les missions, à minima on fera les missions dans nos cabinets pour les clients qui ne sauront pas le faire. On fera éventuellement le paiement, facturage, la cession de créances et le recouvrement, tout ça en liaison avec des plateformes professionnelles. Donc un pan de nouveaux services qui a grosse confiance, qui va être important. Et partout, si je parle de confiance, c'est bien pour dire que là-dedans, ne nous trompons pas, parce que là je parle d'outils, et moi quand je parle d'outils, ça ne suffit pas, on a parlé beaucoup d'humains avant, et donc je ne veux surtout pas passer à autre chose, et notamment à la dernière partie. On peut y aller. Hein. Ouais. Et donc surtout, pour moi le plus important, c'est quoi notre force là-dedans? C'est notre proximité client. Les clients aujourd'hui, ils nous demandent, ils nous aiment. Le seul reproche qu'ils nous font, c'est quoi? Non, j'entends les confrères qui disent c'est trop cher. Non. Les confrères ne disent pas ça, ils disent je ne le vois pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Alors, j'ai des clients qui m'ouvrent les bras, qui me disent « Vous êtes bon, je vous adore et je veux vous voir. » Et j'y vais pas. Voilà. Donc, c'est pour ça, d'où mon optimisme important un petit peu pour ça. On doit s'appuyer, on a cette confiance. On nous demande de faire, dans tout ce monde des outils, on nous demande de rajouter de la confiance partout, d'être le vrai tiers de confiance de l'entreprise. Pas un petit bout de truc au sens fiscal qu'on n'a pu nous dire il y a quelques années, non, ça c'est du bricolage, du vrai tiers de confiance, c'est-à-dire le professionnel sur lequel toutes les entreprises s'appuient parce qu'il est incontournable. Et c'était ce qu'on avait écrit en 99, excusez-moi, là je fais un retour en arrière dans le siècle précédent, c'était ce qu'on avait écrit, tout mettre en œuvre pour que le numérique nous permette de nous rendre incontournables. Mais tout ça appuyé quand même sur de l'humain avant tout, parce que j'ai la confiance de mon client et que dans ce monde numérique un peu complexe, c'est vrai, un peu complexe, si nous on a du mal, nos clients, ils s'en sortent comment eux? Alors eux, ils sont à la ramasse. Donc s'il y a bien quelque chose qui nous demande, ils comptent sur nous. Nous sommes l'homme de confiance, le tiers de confiance. Et ça,
moi je dis souvent, plus je dématérialise et plus je mets d'humain, parce que sans ces relations humaines, je ne sais pas quoi faire, mais je suis d'autant plus à l'aise qu'on n'a pas arrêté d'en parler avant. Et donc on se rejoint très bien, que ce soit avec le client, avec nos collaborateurs, avec notre famille, avec l'intergérationnel, tout ça partout, on se rend compte que dans ce monde tellement numérique, c'est aussi ce qu'on a appris. Hein, on a eu des contraintes avec cette année et demie là qu'on a passé un petit peu difficile, et on se rend compte qu'aujourd'hui on a envie de se retrouver, qu'on a besoin d'humains, qu'on a besoin il y en a marre d'être toujours en visio, et on a envie de voir les gens. Donc très clairement, ça doit nous apprendre aussi que l'humain aussi, et surtout c'est notre force, et on va le développer. La transition est toute trouvée. Ben voilà, tu voulais terminer là-dessus. Puisque ton voyage en 2024 a été notamment d'aller rencontrer des confrères et des consoeurs de 2024. Et tu as une consoeur qui a souhaité venir en 2021, justement, et ben voilà. Pour nous expliquer. Alors j'invite Éléonore Guévot-Partula, qui vient de 2024 également, que l'on applaudit. Éléonore, en 2021, du coup, tu étais fondatrice de 2 entreprises qui sont Fuséo et Datafuse, qui accompagnent les directions financières, notamment dans la récupération des données, la data visualisation. Tu as été également, dans l'ancien temps, en 2019, la lauréate du prix du Mémoire du Futur du Lab 50. Bien, ça fait longtemps, du coup, pour toi, hein, Éléonore, en 2021. Alors, Éléonore, tu nous parles d'un sujet qui est justement la data visualisation, qui est justement la mission dont Jean nous parlait tout à l'heure, en aval. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, maintenant qu'on a toutes ces données, comment on peut, quelque part, apporter plus de valeur à nos clients? Alors, je t'invite à venir au centre de la scène pour qu'on puisse te voir. Alors, déjà, merci, Éléonore, d'avoir fait tout ce voyage pour nous. Quelle valeur, du coup, du client on peut avoir grâce à ce concept-là? Alors, je suis désolée, je suis un peu spontanée, donc j'ai juste besoin de faire une transition. Je sais qu'on a pris du retard sur la conférence, voilà, que vous êtes tous sûrement, vous avez tous envie de finir. Je ne sais pas si je vais dire forcément des choses intéressantes, mais je vais en tout cas essayer de donner mon retour d'expérience sur ce que tu disais. Voilà, désolée, j'avais besoin de dire ça. Donc en effet, en 2021, oui, en effet, une de mes sociétés, donc à 1 an et demi, c'est une boutique de conseil, full conseil, d'accompagnement, avec une équipe de 4 personnes. Hein, on n'est pas énorme, mais hybride, entre à la fois des gens qui ont fait du conseil et de l'audit, et des personnes qui sont ingénieurs data, ingénieurs IT. Voilà. Et j'ai une autre société qui s'appelle Datafuse, qui est une société qui a pour volonté de proposer des solutions en fait, de reporting standardisées. Alors, pourquoi ces sociétés, en tout cas en 2021, et quelle est notre ambition pour 2024? Ce serait déjà que les PME commencent à investir dans leur système d'information. Parce que tout comme les experts comptables, en fait, les systèmes d'information, on a très peu investi dedans. On nous a vendu depuis 5 ans et même les 3 dernières années plein d'outils, plein de plateformes SaaS, comme j'essaye sûrement d'en vendre à travers Datafuse. Et au final, on se retrouve avec plein d'outils différents où on va aller faire nos fameuses extractions Excel, alors soit chez nos clients, soit dans notre cabinet, pour essayer de piloter, pour essayer de faire de la communication financière ou opérationnelle. Donc j'imagine qu'en 2024, on aura déjà plus de contrôle sur la récupération de ces données multiplateformes, qu'elles soient dans des outils comptables, dans des outils de facturation, parce que c'est bien beau d'avoir plein d'outils, mais ça veut dire que notre data, elle est partout. Et si à un moment je veux l'auditer, dans un sens de contrôle, mais aussi dans un sens de pilotage de mon activité, il va bien falloir que je récupère cette donnée. Donc j'imagine en tout cas que pour l'expert comptable et le dirigeant d'entreprise, qu'il commence à avoir un socle de culture data, culture du système d'information un peu plus étayé pour se faire bien accompagner. En sachant, quand je vais aller voir mon éditeur, je vais lui dire, elles sont où mes data? Comment je fais pour aller récupérer ma donnée dans mes bases de données? Ah, c'est pas possible, donc je n'irai pas chez vous. Parce qu'en fait, notre data, elle a beau aller chez un éditeur ou une plateforme SaaS, si on ne peut pas aller la requêter de manière fluide et actualisée, c'est-à-dire sans avoir une sorte de plateforme où je vais avoir quelqu'un qui va paramétrer mon export, donc ça va me prendre à chaque fois 10 minutes. Il est loin le temps réel du suivi de performance, on n'y est pas du tout. Donc vraiment l'idée, ça va être de se dire, j'ai un expert comptable qui commence à avoir cette culture, j'ai la chance et je remercie, ça fait 3 ans que je viens aux yeux en tant qu'intervenante, et je me rends compte que cette culture, on essaye de l'infuser.
Donc on l'infuse au fur et à mesure, et le but, c'est pas forcément que demain, l'expert comptable soit ingénieur IT. C'est pas le but, mais au moins qu'il puisse avoir les bonnes antennes pour aller choisir les bons outils et aller voir, quand il va voir son fournisseur, lui dire bah, ma data elle est là, ok, comment je vais la récupérer, je vais pouvoir avoir accès à mes données, et là, se poser la question, donc si j'ai accès à mes données, c'est les miennes, comment je vais les exploiter? Et donc la data visualisation, c'est un excellent en fait, outil de diagnostic et de pilotage de votre transformation digitale. Parce que j'imagine qu'au début, vous avez que Cegid. Je parle de Cegid parce que c'est forcément un éditeur que je connais particulièrement, étant donné que c'est l'éditeur principal des experts comptables. Et pour autant, Cegid, souvent, c'est le principal outil. Et au fur et à mesure, je vois des cabinets qui vont avoir des OCR, donc Spendesk, je ne sais pas si vous l'avez, ou aujourd'hui, il y en a plein, ils ont plein d'outils. Donc, ils vont avoir Cegid, Penny Lane, MyUnisoft, ils vont en avoir plein. Du coup, à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a des bases de données qui sont différentes. Comment je récupère cette information? Comment je la pilote pour mes clients, pour valoriser cette donnée pour mes clients, mais aussi en interne? Parce qu'on parle de transmission d'un cabinet. Alors moi, je me suis posé la question d'un rachat d'un cabinet. Et quand on arrive dans un cabinet, on me dit ah bah, la valo du cabinet, c'est à peu près 7 fois le BE. Ah ouais, mais alors... Il n'y a pas d'investissement dans le système d'information. Ok, je rachète une clientèle, mais comment ça se passe en termes de digitalisation? Donc, je récupère un portefeuille qui est fortement valorisé et je vais devoir avoir dans mon plan de financement une ligne d'investissement qui est conséquente. Donc, je pense qu'en 2024, tout le monde aura saisi, soit parce qu'il y aura une transmission avec des jeunes experts comptables nouvellement diplômés qui auront en tout cas cette ambition. Et là, on parle de notre profession, mais les PME, c'est la même chose. J'ai accompagné des repreneurs d'entreprises qui sont en train de racheter des PME, ils ont le même souci. Ils se posaient la question, finalement, l'ESI est un vrai vecteur, je pense, de discussion de la valo d'une entreprise aujourd'hui. Voilà. Donc ça, je disais, c'est pour l'expert comptable. Et donc la data vise, on va pouvoir la récupérer et lire cette donnée à des fins de pilotage. Pilotage, donc déjà pour donner de la valeur à nos clients, un meilleur reporting, et booster, ce que j'appelle, ce que vous disiez aussi, vous, c'est vous le service, moi, j'ai boosté le conseil, en disant, voilà, la donnée, comment je te la valorise. Et là, on n'avait pas le temps de voir nos clients, on va aller les voir avec un super reporting, au début, qui est standardisé, parce qu'on n'est pas des data scientists, et le but, ce n'est pas de l'être, parce que un expert comptable, ça apporte beaucoup plus que de la data, ça apporte du conseil en transmission, en TVA, en fiscalité, on en a besoin. Donc si demain on en fait tous de vous des data scientists, mais en fait on appauvrit notre métier. Donc on va pouvoir avoir des collaborateurs qui savent utiliser la data vise pour créer une nouvelle relation avec leurs clients et les accompagner dans leur transformation digitale et l'identification d'opportunités. Donc là, je parle vraiment de l'expert comptable, et des PME, et du coup, je vais faire la transition naturelle vers le commissariat aux comptes. Et du coup, pour les commissaires aux comptes, c'est aussi une opportunité, parce que leurs clients évoluent. On parle de la PME. Alors, chez Fusio, j'accompagne principalement des ETI. Elles ont le même problème. Elles se battent tout le temps avec les intégrateurs, que ce soit SAP, que ce soit Oracle, pour aller récupérer leurs données et savoir les requêter. Parce que croiser de la donnée opérationnelle ou industrielle avec la donnée comptable, c'est encore extrêmement compliqué. Je le vois chez mes clients, d'ici 2024, on commencera à avoir des reports en temps réel qui vont rapprocher directement la donnée opérationnelle de la donnée comptable sur la marge. Alors pas forcément à tous les niveaux d'enrichissement. Mais ce qui veut dire que le CAC, qui a amorcé sa transformation, là en termes de compétences, disons que l'enjeu de monter en compétence sur l'aspect data IT est clairement sur la profession de commissaire aux comptes, parce que forcément, on va chez nos clients, et là, l'audit IT, pour moi, devrait représenter 60% de la mission. En général, le budget de l'audit IT, c'est plus 10 à 20%, et ça dépend des cabinets. Je pense que vraiment, il y a une façon de repenser la mission, et il faut accompagner la montée en compétence des collaborateurs pour qu'ils comprennent quel va être le plan de mission à adopter vis-à-vis des data. Voilà, parce qu'on ne va pas faire les mêmes tests, et il faut avoir une vraie compréhension des processus de l'entreprise pour identifier les fameux contrôles spécifiques ITAC de la boîte.
Et il y a un super outil donc, qui a été développé, je ne fais pas de la propagande, mais pour le coup, je trouve que c'est un très bel outil d'acculturation qui montre cette volonté, en tout cas, de la profession d'infuser ça de manière ludique et facile dans nos cabinets, c'est VizNao. Donc VizNao, c'est un outil sur lequel c'est un template où vous allez récupérer en fait le FEC. L'avantage du FEC, c'est que c'est vrai, la donnée, elle est assez riche. On ne se rend pas compte, mais on peut faire un tas de choses avec le FEC. Le FEC, ça reste que de la donnée comptable, mais si elle est auxiliarisée, et si on arrive à faire des FEC enrichis analytiquement, ça c'est le must quand on a des développeurs, c'est sûr qu'on va pouvoir faire parler la donnée et améliorer notre plan d'audit. Donc VizNao, je vous encourage, en tout cas pour les CAC, je pense que c'est un outil qui est standardisé. Moi, je pense que pour passer cette transmission, en 2021, je prends la décision de trouver les bons outils standards. Je commence à dire à mes collaborateurs, vas-y, je les forme, pas trop quand même. Ils utilisent l'outil et au fur et à mesure, je vois quels sont mes champions et je les accompagne dans cette montée en compétences. Et en 2024, j'en aurai qui ont commencé à développer leur plot report. J'en aurai avec certaines personnes de mes collaborateurs. Je leur ai fait des formations spécifiques data. Donc là, je vous encourage. Las4S propose un parcours data qui est assez intéressant justement pour infuser ces compétences, tant des compétences culturelles pour pouvoir prendre des décisions, que des compétences réellement techniques autour de l'outil Power BI. Voilà. Eh bien, merci Éléonore pour toutes ces informations et pour ta vision de l'expert comptable et du commissaire aux comptes. N'oublions pas que cette dualité de la profession est extrêmement importante. Et en 2024, il faut continuer justement à avoir cette vision-là de dualité de l'expert et du commissaire aux comptes. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Alors s'achève déjà cette dernière grande conférence du Lab 50. Je vous invite à rester avec moi pour le final. C'est terminé pour le voyage à horizon 2024. On a quelque part un plan de route. Un plan de route aujourd'hui, 7 septembre 2021, à horizon 3 ans, 7 septembre 2024. Avec une grande valeur ajoutée, à la fois pour les commissaires aux comptes, plus utile, plus de contrôle, plus de gestion de risque, plus d'analyse en temps réel, et également pour l'expert comptable, plus de valeur, plus de coopération, plus de sécurité, plus de conseils, plus de valeur avec l'humain. Alors, pour conclure sur cette grande conférence, j'invite tous nos intervenants à venir nous rejoindre sur scène, puisqu'ils méritent un tonnerre d'applaudissements cet après-midi. Un grand merci à tous. Je remercie infiniment nos élus de l'Ordre et de la Compagnie de Paris qui nous soutiennent, le Lab 50, qui soutiennent le Lab 50 depuis le tout début. Un grand merci à eux, et notamment à Vincent, qui est là cet après-midi avec nous. Et un immense merci tout particulier aux permanents qui sont avec nous, parce que sans les permanents, le Lab 50 serait peut-être pas grand-chose. Alors, merci Angela, merci Pierre, merci Thomas qui doit être quelque part que je vois pas. Merci à tous les permanents, Anna également qui nous suit depuis le tout début. Ils font un travail de dingue depuis plus de 3 ans au Lab 50 et c'est vraiment grâce à eux que le Lab 50 existe. Alors, si vous souhaitez poursuivre les échanges, eh bien, vous qui êtes en présentiel au Palais de la Porte-Maillot, n'hésitez pas à venir nous retrouver au stand de la CRCC et du Lab 50 pour venir parler avec nous, échanger avec nous sur le futur du métier. Et vous, en distanciel également, eh bien, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn et bien sûr sur le site du Lab 50. Très bonne suite, Dieu à tous, un grand merci et au plaisir.